Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 2 février 2020. À la une de l'actualité au Bénin, la ministre du Numérique et de la Digitalisation dévoile ses chantiers pour cette année. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a présenté l'agenda 2020 aux acteurs majeurs du secteur d'Internet au Bénin. On en parle dans un instant. On parlera également de la célébration du 25e anniversaire de l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme, l'ONG Alcré, qui vient de boucler 25 ans de vie et de combat citoyen. À l'occasion, une grande conférence publique a été organisée ce samedi à l'Infosec de Cotonou avec la forte présence des acteurs de la société civile. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de lancement d'un nouveau produit de Atlantique Assurance Bénin Vie. S-Dutis, c'est cette nouvelle trouvaille. Il s'agit d'une épargne prévoyance pour les études supérieures à l'étranger. Le produit a été lancé au cours de la semaine devant clients et partenaires. Juste après le point de l'actualité, c'est la page invitée qui va s'ouvrir. Nous sommes encore en période d'harmattan, ce moment difficile pour les enfants. Comment prendre alors soin de ces bouts de jour en période d'harmattan? C'est le premier dossier de ce grand format. Vous aurez les précieux conseils du professeur Aboubakar Adegbendin. Il est pédiatre néonatologue à la clinique de pédiatrie et de néonatologie de Sénadé à Cotonou. À sa suite, Anastasie Chaudaton va s'installer sur ce plateau. Elle est la présidente des femmes des marchés sous tutelle de la SOGEMA. L'impact économique du projet de construction des marchés urbains et régionaux au Bénin sera au menu de notre entretien. Vous suivrez son appréciation de ce grand projet initié par le gouvernement du président Patrice Talon. Le magazine Grand Format sera également à ce rendez-vous avec son complément d'information. Ce dimanche, nous irons à Lokossa pour parler du port de Croix et Geoffroy Messan nous dira le reste par téléphone. Le confrère Aki, le grand format donne la parole ce dimanche pour le décryptage de l'actualité a pour nom Gabin Goubi. Il est journaliste au quotidien Les Pharaons. Avec lui, nous allons passer en revue quelques sujets qui ont fait la une des journaux cette semaine. Il est attendu sur ce plateau aux environs de 14h15. Ainsi se présentent les grandes lignes de ce grand rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, nous sommes chez vous avec le grand format et c'est parti. On démarre le journal avec cette question. Quel agenda pour le ministère du Numérique et de la Digitalisation en 2020? À cette question, la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a répondu ce samedi à Cotonou devant les acteurs majeurs du secteur d'Internet au Bénin cette année. L'éducation, l'entrepreneuriat et la dématérialisation de l'administration seront au cœur des actions prioritaires. Reportage. Devant les médias, fournisseurs d'accès à Internet, promoteurs de start-up numériques, en somme un parterre d'invités, représentatifs du secteur du numérique, Aurélie Adam Soulé expose sa feuille de route pour l'année 2020. En matière d'Internet, la ministre de l'économie numérique promet d'élargir l'accès et d'en améliorer la qualité. En termes de couverture, nous avons quand même fait aussi un bond. La couverture 3G, l'année dernière, je l'avais annoncé, est passée à plus de 56%. Précédemment, nous étions autour d'une 30-35%. La pénétration de l'Internet mobile est aussi passée de 42 à 48% en l'espace de 3 ans. Et comme je l'annonçais tout à l'heure avec le développement du haut et très haut débit fixe, la tendance baissière que nous notons au niveau de l'Internet fixe, nous allons la voir remonter et prendre une pente plus ascendante. Le gouvernement béninois veut également mettre la barre très haut en termes de satisfaction des besoins fondamentaux par le biais de l'Internet. Ainsi, cette année, le réseau béninois d'éducation et de recherche sera une réalité. Il permettra à la cible d'échanger virtuellement les connaissances avec les meilleures universités du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étudiant qui se trouve à Parakou va pouvoir accéder à des ressources pédagogiques qui se trouvent dans une université à Singapour, dans une université à Harvard, dans un centre de recherche qui se trouve
en Italie, à Trieste, qui est un grand centre où il y a beaucoup de centres de calcul. Donc cela veut dire que nous allons ouvrir nos universités, nos centres de recherche au monde et nous allons apporter le monde dans ces universités et dans ces centres de recherche grâce au numérique. Grâce au numérique, il sera possible en 2020 de se faire délivrer les pièces administratives en ligne. Une dématérialisation rendue possible par le biais d'un portail numérique exclusivement dédié à l'administration. Il n'y a pas que le projet SmartGov qui connaîtra sa concrétisation en 2020. Le ministère entend finaliser l'insertion du numérique dans les salles de classe en généralisant le processus. Pour soutenir le jeune béninois à la sortie de l'école, le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique rentre dans sa phase opérationnelle. Et pour que toutes ces mesures ne laissent personne de côté, le gouvernement prévoit renforcer les points numériques communautaires afin d'impacter les populations à la base. Je l'annonçais en titre, 25 ans de vie et de combat citoyen pour l'ONG Al-Khair pour cet anniversaire qui marque un quart de siècle de combat acharné pour la restauration des valeurs démocratiques. Les responsables de l'association ont organisé une grande conférence à l'Infosec de Cotonou ce samedi, une rencontre qui a réuni les acteurs de la société civile et qui a permis aux initiateurs de partager avec le public les fruits et aussi les difficultés rencontrées tout au long de ce parcours citoyen. On en parle avec Lulu Chigaba. La présente rencontre est la consécration d'un quart de siècle de combat pour la préservation et la restauration des valeurs démocratiques en République du Bénin. L'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme Al-Khair est aujourd'hui fière du chemin parcouru. Notre organisation a mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national diverses activités destinées à éduquer les populations à la base sur leurs droits, mais aussi sur leur devoir, à sensibiliser les gouvernants sur la nécessité de sacraliser et de respecter les fonds publics à travers leur gestion efficace et efficiente, ainsi qu'à dénoncer les mauvaises pratiques pouvant freiner l'élan de notre pays vers le développement. Mais ce parcours n'a pas été aisé pour l'initiateur. Il a sacrifié son énergie, ses biens matériels et une partie de sa vie pour offrir aux Béninois un canal de préservation et de dénonciation des atteintes à la dignité humaine et aux valeurs démocratiques. Le 9 décembre 2013, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat. Vous voyez, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Et puis, il arrive des moments où nous ne trouvons pas aussi de financement. Mais il faut continuer. Personnellement, je peux vous dire personnellement, au début des activités, moi-même, j'ai injecté 13 millions de nos francs CFA. Moi-même. J'ai vendu l'une de mes parcelles et j'ai mis l'argent à la disposition de l'ONG pour la faire progresser. Parce que vous ne pouvez pas aller vers le partenaire sans leur démontrer de quoi vous êtes capable. Cette cérémonie marquant les 25 ans de lutte citoyenne est placée sous le parrainage d'un ardent défenseur des valeurs démocratiques. Ce dernier caricature l'intensité et la portée des combats jusque-là menés par Al-Khair. Substituer Al-Khair à Martin Assogba relève d'un phénomène humain qui signe la ténacité, l'endurance que vous mettez au service de l'accomplissement de la vision qui vous a pris sous son manteau. Et je ne dis pas cela pour faire de Martin Viutu Assogba l'alter ego de l'art flamboyant, ou du savant aux prises avec son microscope et ses éprouvettes. Je voudrais dire simplement que je ne sache pas au Bénin une autre association dont le nom se soit substitué à celui de son président. L'ONG Al-Khair entend s'implanter davantage dans toutes les contrées du Bénin. Elle compte amener les Béninois à mieux connaître leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Et pendant ce temps, le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations a présenté vendredi à Cotonou le projet de renforcement de la gestion des frontières au nord du Bénin et ses composantes. C'est un outil qui vise à faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière dans le pays. Il permettra par ailleurs de renforcer les capacités de contrôle des mouvements transfrontaliers. Reportage. Sécurité des données et gestion efficiente des frontières.
Ce sont là 2 défis que le système d'information et d'analyse des flux migratoires présenté aux acteurs du domaine par le Bureau de l'Organisation internationale pour les migrations veut relever. Il s'agit d'un outil acquis dans le cadre du projet de renforcement de la gestion des frontières au Nord Bénin. Son déploiement se décline en 3 temps. Ces 3 composantes sont respectivement l'évaluation du mode de gestion des frontières terrestres au Bénin, l'acquisition du matériel pour le MIDAS, entre autres, et la formation des officiers à l'usage de ce système. La première composante, qu'est l'évaluation du mode de gestion des frontières, a été menée entre août et septembre 2019 et le rapport est en cours de finalisation. Elle a été menée au niveau de 16 frontières terrestres et nous a permis d'apprécier, de mesurer le mode d'évaluation des frontières terrestres et de nous assurer que la solution proposée par l'OIM était vraiment celle qu'il fallait. Une démarche approuvée par le Japon en tant que partenaire au financement du projet à hauteur de 250 millions de francs CFA. L'accompagnement intervient dans le cadre d'une vague d'actions envisagées en Afrique pour soutenir la paix et la sécurité humaine. Lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement d'Afrique, tenue à Yokohama en août dernier, par la déclaration de Yokohama, à travers son 3e pilier intitulé « La paix et la sécurité ». C'est donc un grand joie pour moi de pouvoir réaliser cet important projet de consolidation de la paix, de renforcement de la sécurité et de promotion du développement durable au Bénin. C'est le lieu de souligner la nécessité d'étendre ce projet qui a pris ancrage dans notre pays au poste frontalier de Malanville à d'autres frontières comme Porga et Chikandou, puis aux autres postes frontaliers dans le sud. Selon les Japonais, le projet de renforcement de la gestion des frontières au Nord Bénin répond à un besoin crucial de prise en charge efficace de la sécurité des personnes et des biens à travers la collecte, la gestion, le stockage et l'analyse des données relatives aux flux transfrontaliers au Bénin. Il vise par ailleurs à renforcer la coopération entre les forces de sécurité et les populations frontalières. Toujours dans l'actualité, les acteurs du ministère du Travail et de la fonction publique se sont réunis vendredi dernier pour faire le point des progrès réalisés. C'est au cours de la revue annuelle du plan de travail 2019. Au thème de l'évaluation, on retient que des efforts restent à effectuer pour améliorer les performances de ce ministère. Assurmo Kanya Assurmo, reportage. Au 31 décembre 2019, le ministère du Travail et de la fonction publique affichait 116,29% des exécutions physiques de l'ensemble des programmes. C'est là le résultat du plan de travail annuel autour duquel se sont réunis vendredi cadres, directeurs généraux et centraux. Ceci tient compte des lettres de mission remises en 2019 par la ministre Adidia Toumatis, qui estime que la performance visée n'est pas encore atteinte malgré l'engagement et la détermination. Les principaux extrants qui justifient les taux d'exécution mentionnés ci-dessus sont, entre autres, l'élaboration des documents budgétaires 2020, des PPD 2020-2022, du projet annuel de performance PAP 2020 et du programme d'investissement public PIP 2020-2022. Il y a aussi le plan de recrutement du ministère. Nous avons l'audit de la gestion financière et comptable de 3 structures du ministère. Adidia Toumatis souligne aussi la parution de près de 1800 actes de carrière, le développement de nouveaux modules de dématérialisation des actes. L'exécution financière des programmes s'établit à 78% base engagement et 65% base ordonnancement. Pour la direction de la programmation et de la perspective, les résultats obtenus sont l'œuvre de la ministre qui a évalué le travail fait par chacun. Madame le ministre a évalué tous les directeurs. Aujourd'hui, chaque directeur qui rentre chez lui connaît la note par rapport à tout ce qu'il a exécuté au cours de 2019. Donc les directions ont été classées catégorie par catégorie. Les directions centrales
les directions générales, les structures sous tutelle et les projets, chacun donc a reçu une enveloppe qui contient la note par rapport au travail qu'il a exécuté. Les évaluations ont été faites selon des critères clairs. Entre autres, l'appréciation du ratio d'efficience et le niveau d'atteinte des objectifs, l'évaluation des indicateurs de management et des valeurs éthiques. On prend maintenant la direction de la mairie de Cotonou pour revivre cette cérémonie organisée au profit des agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Ils sont au total 32 à l'honneur. La fête a eu lieu dans l'enceinte de la mairie de Cotonou. À cette occasion, l'administration municipale a profité pour faire le point des réalisations au titre de l'année écoulée et celle en cours. C'est un reportage signé Ingrid Der, présenté par Assiomo Kanye Assiomo. C'est une grande cérémonie dédiée à ces 32 agents de la mairie de Cotonou. Ils sont désormais admis à faire valoir leur droit à la retraite. Après 30 ans de service au profit de l'administration municipale, ils reçoivent en ce jour spécial hommage et distinction en présence des collègues, amis et parents. Merci de nous avoir associés à un pareil événement au titre des agents appelés à faire valoir leur droit à la retraite au cours de l'année 2019. Nous vous en serons gré puisque c'est la seule occasion qui nous est offerte de recevoir l'ensemble de nos collègues, de prodiguer aux uns et aux autres de sages conseils d'amitié, de fraternité, du travail bien fait conformément au code du travail en vigueur au Bénin. L'administration municipale a saisi l'occasion pour faire le point des nombreuses réalisations faites au titre de l'année 2019 et celle en cours pour le compte de 2020. Le maire Isidore Nyonofou a promis faire le nécessaire pour faciliter les formalités aux désormais retraités en ce qui concerne leur pension. Le départ à la retraite est une grâce divine. Il est d'une importance capitale pour Tajan au terme de Dieu et laborieux service rendu à la République, surtout avec satisfaction. Même si le parcours est parfois difficile, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des moments heureux. Pour constituer un échantillon des chanceux parvenus à bon port. Et comme l'a dit Voltaire, la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Puisse cette étape de votre vie vous préserver des ennuis de toute nature et vous récompenser de tous les sacrifices que vous avez consentis au service de la nation. Plusieurs agents méritants de la mairie ont été distingués à cette occasion. Ces récipiendaires n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à l'endroit des initiateurs. Un hommage a été rendu aux agents de la mairie disparus au cours de l'année écoulée. On en vient maintenant à ce nouveau produit mis sur le marché par Atlantique Assurance Bénin Vie. Il s'agit d'une épargne prévoyance pour les études supérieures à l'étranger, une formule d'anticipation qui met les parents à l'abri des dépenses de dernière minute. Le produit a été lancé au cours de la semaine devant clients et partenaires de Atlantique Assurance Bénin. Le point avec Wahab Alipara et Henri Ganti. Dès qu'on parle d'études, il faut anticiper certaines choses parce qu'elles vont arriver. Pour qui va loin, la sagesse africaine conseille de ménager sa monture et qui envisage l'avenir sur de beaux auspices, il est préférable de se réveiller très tôt. C'est sans doute cette logique d'anticipation que Atlantique Assurance Bénin Vie suggère à sa clientèle. SU10 est son nom. Une épargne prévoyance pour les études supérieures à l'étranger. Atlantique Assurance Bénin Vie propose là une solution qui, à long terme, soulage les parents dans les dépenses universitaires de leurs enfants. Ce projet de vie, de réussite des enfants, nous voulons, grâce à ce produit que nous avons mis sur le marché, nous voulons vous y accompagner. Il n'y a rien de plus précieux que de voir réussir son enfant. Pour que l'enfant réussisse, la meilleure arme à lui donner, c'est l'instruction, c'est l'éducation,
c'est la formation. Et cette formation, elle se prépare. Et au niveau d'Assurance Bénin-Vie, nous avons mis notre expertise d'assureur vie, qui veut dire que nous prévoyons, nous préparons, nous aidons à préparer le futur. Parce que le futur, l'avenir se prépare dès aujourd'hui. Atlantique Assurance Bénin-Vie s'est associé à Invictus Battlers pour proposer SU10 en vue d'un projet d'études réussi à l'étranger pour l'apprenant. C'est sans doute la solution adéquate à l'équation, sinon aux multiples casse-têtes des parents vis-à-vis des charges liées à l'éducation de leurs enfants. Donc, pour que cette problématique ne soit plus un casse-tête pour les parents, nous vous offrons SU10. SU10 qui est l'alliance entre l'épargne prévoyance en assurance vie et la conciergerie estudiantine. J'ai l'habitude de dire à mes clients, ce n'est pas quand votre enfant a le bac qu'il faut réfléchir au financement de ses études, c'est trop tard. C'est dès qu'il est en maternelle, puisque de toute façon, quand vous le mettez en maternelle, c'est que vous savez qu'il aura le bac et qu'il abordera des études supérieures. Vous savez qu'il va avoir une formation diplômante. Donc ce n'est pas quand il est proche de cette formation qu'il faut réfléchir à se dire comment je finance. C'est un peu tard. SU10 est là pour parer à toute éventualité, mais également pour l'accompagnement sur place. Ça, c'est très important. Atlantique Assurance Bénin-Vie s'est donné comme vocation de permettre aux parents de voir réussir leurs enfants. Le groupe s'est également associé à la conciergerie estudiantine pour qu'une fois le financement bouclé, l'enfant soit accompagné durant tout son cursus et que les efforts des géniteurs soient couronnés de succès. 13h24 ici au studio François Vincent. Ainsi prend fin la première partie de ce grand format. Dans un instant, je reçois mon tout premier invité, le professeur Aboubakar Adigbendin, pédiatre néonatologue à la clinique de pédiatrie et de néonatologie de Sénadé à Cotonou. Il vient nous parler des dispositions à prendre par les parents pour mieux protéger leurs enfants en période d'harmattan, ce moment pendant lequel beaucoup d'enfants tombent fréquemment malades. Mais avant de le recevoir, on va marquer notre première escale. Le temps pour nous de suivre le ZAP 3 réalisé par Wahab Alikbara. Ne bougez pas, on revient juste après. Une nouvelle étoile est née. Diva Events, salle des fêtes. Telle une étoile polaire, Diva Events salle des fêtes s'installe et promet d'être la lune dans ce domaine pour accueillir toutes vos manifestations et réjouissances diverses. Diva Events salle des fêtes est un duplex UP entièrement climatisé et doté de 3 formats de dispositifs. Du classique au VIP en passant par la moyenne, rien n'est laissé au hasard pour combler vos goûts. Optez pour Diva Events salle des fêtes, c'est relever le niveau de vos manifestations et de ce fait accueillir vos invités comme des rois. Mais attention, avant d'aller en salle de fête chez Diva Events, pensez aussi à vous habiller chic et tradi. C'est juste à côté. Vous y trouverez des confections chic et tradi, des tissus de toutes sortes et de qualité supérieure à des prix chics. Chez nous, tout est prévu pour vous et en un seul endroit. Nanou, un peu de ton soleil. Nanou, le répand gentiment. C'est un don du ciel. Yeah. Comme vous, j'ai cœur qui bat, je respire. Diva Events salle des fêtes est installée à Étoile Rouge en allant à Cinéopéolois, non loin de la pharmacie Étoile Rouge. Téléphone 21 32 32 08 97 39 28 112. Diva Events, restez du côté sympa de la vie. « 29 membres pour donner à l'éducation nationale une direction et lui offrir les conditions propices à un développement durable et inclusif. » Les membres du Conseil national de l'éducation ont reçu les dernières recommandations de Patrice Talon pour accomplir efficacement leur mission. Le principal enjeu sera de continuer à porter les valeurs d'une administration et d'un environnement institutionnel béninois dépolitisé.
Et moi, j'attends de ce conseil, dont j'ai appris l'installation ce matin, j'attends que ce conseil motive de manière réelle les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont des problèmes de carrière. Si le conseil peut se pencher sur ces problèmes de carrière, le bonheur va revenir dans la maison de l'enseignant et le travail, vous allez le ressentir là-dessus. Les acteurs politiques vont vivre un deuil aujourd'hui. Parce que plus jamais, les mouvements de personnel, les affectations ne seront plus politiques. Elles seront dépourvues totalement des pressions politiques. Ça fait un peu trop longtemps que nous déplorons que le secteur de la santé et de l'éducation sont trop souvent l'objet de pressions politiques et de facteurs parfois exclusivement politiques. J'ai espoir que les membres du CNE ici présents, qui vont être les pionniers de ce CNE rénové, seront capables de relever ce défi. Rigueur et dévouement caractérisent l'exécution des chantiers du projet asphaltage dans la ville de Cotonou. Ménotin, un des vastes quartiers de la capitale économique du Bénin, connu pour être une zone marécageuse, se métamorphose. Après quelques mois de travaux, les rues, autrefois impraticables, présentent un nouvel aspect. Dans les zones concernées par les travaux d'asphaltage ici au quartier Akpakpa, le terrain est bien balisé du moins par endroits. Des dispositifs visuels et autres moyens de bord sont utilisés pour indiquer aux usagers et riverains la conduite à tenir. Les habitants des arrondissements concernés par les travaux sont désormais habitués au bruit de gros engins pour le transport de matériaux de construction, mais aussi à la bonne ambiance de travail qui règne chez des ouvriers identifiables par leur tenue de travail. Les travaux se poursuivent inlassablement. Ils sont presque achevés par endroits, mais le seul hic, c'est encore les difficultés d'accès aux maisons. Les populations ont la joie de découvrir ces mutations qui s'opèrent dans leur cadre de vie. C'est le cas de cet habitant qui n'a jamais cru aux promesses politiques. Mais cette voie pavée qui passe devant son lieu de travail change désormais sa perception des choses. Un CNE apolitique, doté d'attributions fortes et d'un mécanisme de fonctionnement digeste, en vue d'aller vite dans la résolution des sévères crises de manque que traverse l'éducation. Les attentes du président de la République et de son peuple n'ont jamais été aussi grandes vis-à-vis d'une institution. Les réformes sont pressantes et les attentes sont fortes. Mais nous acceptons cette noble charge et nous sommes déterminés à l'assumer avec honneur, avec abnégation, avec discernement, responsabilité, dignité et efficacité. Des applaudissements nourris et un grade de docteur qui viennent couronner des efforts faits sur un thème d'actualité, phytochimie et activités antidiarrhéiques de 3 plantes utilisées dans le traitement de la diarrhée au Bénin. J'ai commencé les recherches et 1 an de recherche quand les gens m'ont dépossédé de mon ordinateur avec toutes les données. Et cela m'a ralenti un peu. Et le comble, c'est que le 28 décembre 2018, après mon dernier point de thèse qui m'autorisait à soutenir en février dernier, j'étais venu au stade de l'Amitié pour acheter une paire de chaussures. Les gens ont cambriolé mon véhicule et ont pris encore le sac avec l'ordinateur et tout ce que cela comporte. Tout ceci a été précédé d'un accident de circulation qui a occasionné la fracture au niveau de l'un de ses membres inférieurs, mais jamais il n'a abdiqué. Si vous êtes parent, maman et ou papa de petits-enfants, ce rendez-vous est d'abord le vôtre. Si vous voulez savoir comment prendre soin de vos bouts de chou en période d'harmattan pour éviter de passer toutes vos journées et toutes vos nuits dans les hôpitaux, au centre de santé, eh bien, le grand format vous donne l'opportunité de savoir comment s'y prendre. Désormais, celui qui va nous en parler dans un instant, c'est un spécialiste de la question, Dr Aboubakar Adegbendi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes pédiatre néonatologue à la clinique de pédiatrie et de néonatologie de Sénadia à Cotonou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, pourquoi la période d'harmattan est-elle si sensible pour les enfants? Merci, monsieur le journaliste. Il faut d'abord dire qu'on essaie de définir un peu la période de l'harmattan. L'harmattan, c'est le plus souvent un vent sec qui vient du Sahel et qui envahit maintenant les pays du Golfe, les pays qui sont sur la côte. Souvent, c'est une période qui commence à partir de fin novembre, qui va jusqu'à fin mars. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est beaucoup plus la poussière et les microbes. Et ces poussières, la poussière et les microbes, ça entraîne beaucoup de maladies chez les enfants. Même chez les adultes, personne n'est païen, mais les enfants sont les plus touchés. Pendant la période d'harmattan, qu'est-ce qui se passe? Pendant la nuit, il fait froid. Et dans la journée, il fait chaud. Donc cela entraîne un bouleversement dans l'habillement, dans le comportement, dans la vie de l'enfant. Donc pendant ces moments, il a des précautions à prendre. Mais les maladies qui sont les plus sensibles, qui sont les plus visibles, ce qu'on voit pendant cette période, surtout chez les enfants, c'est les infections respiratoires aiguës. Alors, à l'approche de la période d'harmattan, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Au fait, il n'y a pas de précaution en tant que telle, c'est l'hygiène. On doit être beaucoup plus encore rigoureux dans l'hygiène chez les enfants. L'hygiène de l'eau, l'hygiène des mains et l'hygiène, tout ce qui concerne l'hygiène autour de l'enfant. Parce que les maladies les plus sensibles, les plus vulnérables, où les enfants sont les plus atteints, c'est souvent les infections respiratoires aiguës, comme vous l'avez dit tantôt, et surtout la bronchiolite. C'est une infection au niveau de l'appareil respiratoire, le bas appareil respiratoire, où ça donne des sifflements, les quintes de toux. C'est comme on dit l'asthme chez les adultes. C'est surtout cette période qu'on voit ça. On voit également les périodes c'est le moment aussi des diarrhées, des infections digestives. Ça, c'est ce qu'on voit souvent pendant ces moments. Et notamment, n'oublions pas aussi une maladie importante, les méningites. C'est aussi encore une période très sensible à cette maladie. Donc, il va falloir prendre beaucoup de précautions, notamment que ce soit chez les enfants et même chez nous les adultes. Parce que les adultes aussi ne sont pas épargnés. C'est la période où on assiste à une flambée des hypertensions artérielles, des maladies psychiques où on fait des dépressions, on déprime. Voilà, en bref, c'est la période de l'harmattan. En termes de précautions, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan alimentaire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter de consommer? Voilà. En termes de précautions, je voulais d'abord vous dire qu'il faut bien habiller les enfants. Surtout la nuit, on sait qu'il fait froid. Et dans la journée, il faut aérer. Parce que dans la journée, il fait chaud, alors que la nuit, il fait froid. Par rapport à la nourriture, il faut savoir préparer, adapter l'alimentation en fonction de la période aux enfants. Il y a des moments où, soit c'est les repas chauds, quand il fait froid, ou bien c'est les repas un peu froids, quand il fait un peu chaud. Donc il n'y a pas de repas spécifique, mais il faut savoir adapter. Mais le plus important, que les repas là soient bien préparés, qu'il y ait vraiment une bonne hygiène alimentaire. Alors, en termes de couverture, est-ce qu'il y a des vêtements spécifiques qu'il faut porter? Oui, comme on l'a dit, pendant la période où il fait froid la nuit, donc il faut bien protéger les enfants, bien les protéger et bien les surveiller. Et surtout, éviter tout ce qui peut entraîner l'infection auprès de l'enfant. Notamment, on n'a pas besoin de mettre des insecticides dans les chambres. On n'a pas besoin de mettre trop de parfums, de savons parfumés, des trucs comme ça. Il faut les éviter un peu. Tout ce qui peut entraîner vraiment une sécheresse de la muqueuse, parce que c'est ça le vrai problème. Et la sécheresse au niveau de la muqueuse des enfants. Et ça permet vraiment, avec la poussière que ça soulève, une flambée des infections respiratoires. Ce sont les mêmes précautions pour dormir. Quand l'enfant veut dormir, son cadre de vie et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour son cadre de vie, il faut bien nettoyer, dormir sous moustiquaire comme d'habitude, et prendre toutes les précautions, surveiller les enfants, se réveiller régulièrement les nuits pour aller voir l'enfant, comment il respire, comment ça se passe bien, il n'a pas la fièvre. Parce que c'est la période où il a beaucoup d'infections virales. C'est surtout les virus. Et on a constaté que la période d'harmattan, c'est le moment où on consomme beaucoup d'antibiotiques qui sont extrêmement inutiles. C'est vraiment inutile parce qu'on assiste beaucoup plus à des maladies virales, notamment les gastroentérites, c'est-à-dire les infections digestives. Mais actuellement, je tiens quand même à rendre hommage à notre gouvernement qui vient d'introduire un nouveau vaccin dans le calendrier de vaccination qu'on appelle le vaccin contre le rotavirus. Ça permet au moins de diminuer l'incidence des diarrhées au moins chez l'enfant. Ça, c'est important à souligner. Alors, quels sont les signes ou les symptômes qui doivent interpeller très rapidement un parent d'enfant? Ça dépend. Si je prends par exemple le cas d'une infection respiratoire aiguë, c'est un enfant qui commence par être enrhumé, qui tousse, qui fait de la fièvre.
Je pense que le rôle des parents, c'est de donner rapidement un médicament pour baisser la fièvre, laver correctement le nez et aller consulter son médecin ou son agent de santé le plus proche. Et le plus tôt serait le mieux. Les jouets que nous achetons, donc que les parents achètent aux enfants, ils sont de diverses natures. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il faut un contrôle aigu dans cette période d'harmattan? Par rapport aux jouets, il n'y a pas de contrôle spécifique. Mais il faut éviter que ça embrasse la poussière. Surtout quand on a les nounous, on a les objets comme ça autour des enfants. Il faut savoir qu'on doit aussi les dépoussiérer. Parce qu'un enfant qui dort avec son dos à côté, quand c'est déjà rempli de poussière, il avale la poussière. Les jouets qu'on met aussi dans la bouche. Dans la bouche, tout ça, là, il faut vraiment l'hygiène. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Docteur, on va finir avec votre message à l'endroit de ces parents qui nous suivent en ce moment. Voilà. Le premier message, c'est le message d'abord d'hygiène avec les parents. Éviter tout ce qui est encombrant. Éviter la poussière. Donc nettoyer au maximum l'entourage de l'enfant. Éviter les parfums, les poudres, les insecticides qui ne servent absolument à rien. Essayons de mener une vie correcte, une bonne hygiène de vie, et tout va bien se passer pendant la période. Merci à vous, docteur Aboubakar Adegbenji, pédiatre néonatologue à la clinique de pédiatrie et de néonatologie de Sénadé à Cotonou. Merci pour ces précieux conseils qui vont sans doute permettre aux parents de mieux prendre soin de leurs enfants, surtout en période d'harmattan. Mesdames et messieurs, l'aventure grand format va se poursuivre. C'est votre rendez-vous de tous les dimanches sur Canal 3 Bénin lorsqu'il sonne 13h. Merci de nous rester toujours fidèles. On va changer de sujet maintenant avec un autre invité, sinon une autre invitée. Il s'agit de la présidente des femmes des marchés sous tutelle de la SOGEMA avec Anastasie Chaudaton. Nous allons mieux suivre donc le regard des femmes sur le projet de construction et de modernisation des marchés urbains initié par le chef de l'État. On va l'installer avec la complicité de mon réalisateur, Augustin Vidécon. LBM, le carrefour des grandes marques. LBM, le carrefour des grandes marques. Bientôt, 35 marchés urbains et régionaux pousseront des terres dans plusieurs localités du Bénin. Des maquettes à du concret. L'environnement des échanges commerciaux va s'améliorer au grand bonheur des usagers des marchés du Bénin. Ainsi en a voulu le gouvernement du président Patrice Talon. Comment les femmes principaux bénéficiaires apprécient-elles ce projet? Pour le savoir, j'ai sur ce plateau la présidente des femmes des marchés sous tutelle de la SOGEMA, Madame Anastasie Chaudaton. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, avant tout, en tant que président des femmes des marchés, quelle est votre mission et comment êtes-vous devenue présidente? Bon, je rends grâce à Dieu. Si ce n'est pas, si c'est l'œuvre de Dieu, parce que je ne m'y attendais pas à être nommée à ce poste, c'est-à-dire le conseil d'administration de la SOGEMA, représentant les usagers des marchés sous tutelle de la SOGEMA. C'est une grâce. Et il faut dire aussi que ma feu mère a été aussi la représentante de ces usagers-là, surtout
ces 35 marchés dont vous parlez, c'est elle qui les avait installés et qui les défendait corps et âme. Alors, en tant que présidente, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Ma mission est qu'il faut que ces usagers soient logés dans des endroits paisibles, appropriés pour mener leurs activités dans de bonnes conditions. Très bien. Revenons maintenant à notre sujet, objet de votre présence sur ce plateau. Alors, 35 marchés régionaux et urbains construits au Bénin dans le cadre de ce projet initié par le président Patrice Talon. À l'annonce de ce projet, est-ce que vous avez cru? Si, nous l'avons cru. Je l'avais dit tantôt lors de l'un de mes interviews, qu'il y a sous le régime Talon, il n'y a pas d'éléphant blanc. C'est quelqu'un qui prépare tout avant d'initier d'autres projets. Donc, moi, j'avais cru. Et ce projet datait déjà de 2000, c'était prévu pour 2017. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est fait. Où au moins 9 marchés déjà ont été lancés pour être construits dans de bonnes conditions. Et les autres suivront après. Alors, la construction donc, de ces marchés, en quoi est-ce que c'est un soulagement pour vous? C'est un soulagement parce que ces usagers ne vivaient pas dans de bonnes conditions. Et ces marchés, c'est des marchés modernes que le PR est en train de construire pour ces usagers-là. Parce que il faut dire que ces usagers avaient beaucoup de difficultés à exercer leurs activités. Par exemple, des bonnes dames qui ont des enfants ne savent même pas où aller déposer leurs enfants pour mener à bien leur activité. Maintenant, ces marchés seront construits où il y aura des garderies dans tous ces marchés et pour faire il y a le vous voulez parler des infirmeries, pour permettre aux usagers de recevoir des soins d'urgence. Oui, il y aura des chambres, des boutiques, des endroits seront ventilés. Et ce ne serait plus comme avant, où il y a la chaleur par ici, ces usagers ne menaient pas leur activité dans de bonnes conditions. Là, maintenant, ce n'est plus la même chose. Ce serait comme les fonctionnaires qui vont au bureau travailler. Ce serait comme ça pour ces mêmes usagers. Alors, quel pourrait être l'impact de ce projet sur vos activités commerciales? Il faut dire que le chef de l'État, avant toute chose, nous avait rencontrés le 3 mars 2018, où il nous faisait comprendre que rien ne se fera sans nous. Et ça a été fait, où il y a eu plusieurs rencontres où nous leur avons dit ce qu'on voulait. Et ils ont suivi nos propositions. Et aujourd'hui, ces marchés-là seront construits où il y aura séparation des activités, c'est-à-dire des produits. Où quand on va chez telle personne, on va à tel endroit, il y a rien que des produits, ces genres de produits qui se vendent de ce côté. Donc, c'est un impact bénéfique pour ces usagers que nous sommes. Et nous passons par ce canal pour lui dire merci. Merci pour ce projet qu'il a initié, projet de construire ces marchés pour qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions. Alors, en tant que femme de marché, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes vis-à-vis du chef de l'État pour améliorer l'autonomisation des femmes?
Est-ce qu'il s'agit de construire les marchés déjà, c'est bon pour vous? Non. Il faut dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a dit que rien ne se fera sans nous. Ça déjà, ça représente déjà une autonomisation des usagers que nous sommes, où il faut nous contacter d'abord avant de faire quoi que ce soit pour nous. Donc, je pense que le chef de l'État est sur la voie. Et avec le temps, ce que nous voulons, nous le lui dirons aussi. Parce que je ne suis que la représentante des usagers. Il faut que eux aussi, ces usagers, nous disent ce qu'ils veulent réellement pour que... Pour porter leur voix au chef de l'État. On va parler maintenant de l'opération de relogement donc des usagers du marché de Ouégamé. Nous avons entendu quelques grincements dedans. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Oui, il faut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, que le chef de l'État a dit, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, il faut que les usagers soient consentants. Maintenant, il fallait qu'on leur cherche des sites où on va les abriter d'abord, avant que ces marchés ne soient construits. Donc c'est ce qui a été fait. Et par exemple, hier, les usagers d'Aïdjedo ont déjà commencé par intégrer l'emplacement où on leur a octroyé pour pouvoir mener à bien leur activité avant que les marchés, la construction de ces marchés ne finisse. Bon, pour le cas de Ouégamé, ils sont encore là, mais ils sont en train de construire la clôture du camp Guézo. Oui, vers le dépotoir. Oui, donc il y a un aspect qu'on ne comprend pas. Il y a des gens, il y a des ambulants. Et il y a ceux qui sont là. Donc, ceux qui sont là pour le moment seront pris en compte. Et après, ils verront comment est-ce qu'il faut faire pour traiter le cas des ambulants. Oui, donc il n'y aura pas de grincement. Le site qui a été prévu pour loger ces dames, il paraît que c'est un site de 200 places pour près de 600 demandes. Comment est-ce que ça va se faire? C'est plus que 200 places. C'est ce que je vous disais tantôt, qu'il y a des ambulants et il y a ceux qui sont là tout le temps. Donc, tous ceux-là seront pris en compte. Je leur dirai seulement de prendre patience et ils verront le préfet, le maire, le ministère de cadre de vie. Ils vont le faire sans crainte. Je leur dis de se patienter. De l'autre côté, c'est la berge lagunaire de Dantopa qui fait sa toilette. Oui. À ce niveau aussi, tout n'est pas rose. Comment vous gérez la situation? Oui, il faut dire qu'il y a un aspect qui a vraiment nous a permis de sensibiliser vraiment ces usagers. Parce que rien ne sert d'aller, j'ai un emplacement, je vais vendre et je reviens, sans savoir qu'ils côtoyaient l'insalubrité notoire. Et côtoyer l'insalubrité notoire, ce sont des maladies. Et il a fallu qu'on parle des guépissements de la berge lagunaire pour que ces usagers comprennent que c'est un nid aussi, que c'est aussi un nid de malfrats. Et donc ça, malgré que tout le monde n'a pas eu de place, ça leur a fait plaisir quand même de quitter ce lieu où il y a tant et tant de maladies qu'ils côtoyaient. Alors, ces dames dont on parle, qui mènent leurs activités tout au long de la berge, ont été installées par une structure étatique, la SOGEMA. Quelle est sa responsabilité dans tout ça? Il faut dire que la SOGEMA a pu installer quelques usagers et il reste beaucoup. Même le mardi dernier, j'étais à la SOGEMA où il faut trouver des emplacements pour des marailleuses qui sont là en attente et qui n'ont pas encore eu d'emplacement. Mais ce sera fait par la grâce de Dieu. Parce que je leur ai déjà dit qu'il faut attendre la construction de ces
marché-là pour que les usagers aussi de la Belge lagunaire puissent être vraiment installés. Parce que, bon, je vous ai dit tantôt qu'il veut sectoriser le marché. Donc, ça, ce sera fait. Moi, je vais continuer toujours de mener les démarches vers la SOGEMA pour que tout soit relogé. Alors, une dernière question pour vous avant de vous laisser partir. Est-ce que vous avez des ambitions politiques en tant que présidente de Femmes de Marché? Ambition politique, bon, il faut dire que je suis membre de l'Union progressiste. Et deuxième chose, ma mère, qu'on appelait Justine Chaudaton, était une femme politique et qui a été élue consulaire, qui a été députée 3 fois. Donc, elle m'avait initié et je ne peux que suivre ses pas. Donc, je suis là. Et si on m'appelle pour servir mon pays, je le ferai. Je ne vais pas refuser. Merci à vous, Madame Anastasie Chaudaton, présidente des Femmes des Marchés sous tutelle de la SOGEMA. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, la suite de notre aventure grand format, c'est juste après cette petite pause. Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Le magazine grand format de ce dimanche nous conduit à Lokossa. Nous y allons pour mieux comprendre la signification du port de croix. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de porter sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Ce passage biblique suscite assez de débats et nous pousse à nous intéresser au sujet dans le grand format de ce dimanche. Alors question, quelle signification peut-on donner au port de croix? Pourquoi toutes les confessions religieuses chrétiennes n'ont-elles pas la même lecture de la croix? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Geoffroy Messens, le correspondant de Canal 3 Bénin dans le département du Mono et du Koufou. Nathalie est une jeune fille de la classe de 5e au collège catholique de Lokossa dans le département du Mono. À l'image de certains chrétiens, elle aime porter une croix sur sa poitrine. Un comportement qui suscite chez certains observateurs et curieux des interrogations et des débats comme c'est le cas ici entre elle et des camarades de classe. Elles sont en train de dire que Jésus a dit que chacun n'a qu'à porter sa croix. Il a demandé qui n'est plus sur la croix. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'ils portent la croix? Cette interrogation qui a suscité un débat entre eux les a d'ailleurs conduits hors de leur salle de cours dans la matinée de ce lundi 27 janvier 2020. Il est 10h32. Tu as eu à poser une question. J'ai demandé pourquoi est-ce que vous portez la croix? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que Jésus a souffert la passion, a été crucifié sur la croix. Et c'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié sur la croix. Quand il a dit de porter la croix, ça ne veut pas dire qu'il faut porter une croix au cou. Ça veut dire qu'il faut faire ce truc là, il faut accepter sa souffrance. Chacun n'a qu'à garder sa souffrance comme c'est. Ne pas dire que la vie est trop dure, non, je vais mourir. Je préfère mourir que ça. Je fais ceci, c'est parce qu'on sait qu'on pêche qu'on va vers lui pour aller demander pardon. On porte la croix parce que nous croyons en Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il peut nous pardonner nos péchés. Le débat animé par Lumière Chadaré, Nathalie Laouni et 5 autres élèves du collège ne laissent pas indifférents leurs camarades, Jamiou Yessoufou, fidèle musulman qui les suit attentivement. Lorsque Chadaré a parlé de croix là, je
J'ai été impressionné un peu par ce qu'elle a dit. Chaque ça les a suffi pour venir chez M. Lavé. En fait, lorsque moi je vois mes amis catholiques porter de la croix, ça me dit venir. Si Nathalie et ses camarades sont exceptionnellement dans la cour, c'est pour rencontrer le curé de la cathédrale de Lokossa, dont les bureaux sont à proximité. Le but est de lui soumettre leurs questionnements et avis. Nous en avons profité aussi. C'était un cours de religion quand on était venu. On a commencé par les islams. D'abord, on a demandé pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas en Jésus, Dieu. Et après, on a commencé avec le christianisme. Et j'ai demandé pourquoi les catholiques portent de croix. Et on a commencé le débat et la madame est partie. Quand elle est partie, on a dit que si on continue comme ça, on va commencer la bagarre. Et on est venu chez vous pour vous demander. La croix était initialement un instrument de supplice. Donc pour punir ceux qui ont commis des forfaits. Nous, c'est quand même un peu paradoxal que nous prenions cet instrument de supplice ou d'opprobre comme aujourd'hui notre instrument de salut. C'est tout simplement parce que le Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait l'un de nous, en toute chose à l'exception du péché, est passé par ce supplice. Mais ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, au contraire, c'est pour notre salut, c'est pour nous sauver. Pour l'Église catholique, la signification du Christ sur la croix fait peser la valeur de ce sacrifice que le Christ a fait en se donnant pour l'humanité. Dans les églises évangéliques, la croix n'est que l'acceptation de la souffrance et des difficultés avec le Christ. Ce n'est pas une recommandation de Jésus-Christ. La compréhension réelle est d'accepter la souffrance. C'est tout simple, pas de porter quelque chose de physique. Chez les Romains, si quelqu'un est crucifié, c'est une ignominie, c'est une honte. Pour nous, désormais, la croix n'est plus instrument de honte ou instrument de supplice, mais plutôt l'instrument de notre salut. Moi, je porte la croix parce que c'est une représentation qui montre combien de fois j'aime mon Dieu et combien de fois j'ai une admiration en lui. Je sais que je ne peux pas le voir vis-à-vis, mais c'est pas cette croix que je le vois. Je lui demande ce que je veux. J'ai commencé à porter la croix depuis mon enfance. Ça ne m'a jamais gênée. Non, on ne m'a pas forcé à porter la croix. J'ai commencé par porter la croix quand j'avais exactement 6 ans. Et comment tu te sens à chaque fois quand tu portes la croix? Je me sens à l'aise. Chez les chrétiens de l'Église du christianisme céleste, au-delà de ce rappel de sacrifice du Christ, la croix fait partie des instructions divines reçues par le fondateur de leur courant religieux, feu pasteur Samuel Bileou Oshafa. Il lui a donné beaucoup d'instructions. Et parmi les instructions de tout ce qu'il a reçu, il y a le port de la croix dedans. Pas la croix simple, la croix sur laquelle se trouve l'être. Les chrétiens célestes et catholiques s'accordent sur un fait. La croix est un puissant outil de protection spirituelle et de délivrance. Moi, je pense que la porte de croix sur mon corps est une bonne chose, car peut-être quand je serai en danger, je peux garder cette croix dans la main et commencer par prier. Il y a des moments d'exorcisme où l'esprit malin, devant la croix, réagit et ne supporte pas la vue de la croix et rejette le regard qu'on lui demande de poser sur la croix. Parce que pour lui, voir le Christ sur la croix, c'est la honte, puisque le Christ a ainsi cloué sur le bois de la croix notre péché, notre misère. Mais je crois que la croix sauve. C'est Jésus même en personne qui sauve. Il y a une force là. Quelqu'un d'autre peut porter, quelqu'un d'autre ne peut ne pas porter. Il peut porter la croix, c'est-à-dire le truc simple, la croix simple sans Jésus. Donc ils savent pourquoi ils le font. C'est la croyance de chaque chose, église. Que ce soit la croix sans le Christ ou la croix avec le Christ, aujourd'hui, quand vous voyez un chrétien porter la croix, c'est parce qu'il se réclame du Christ. Jésus va dire, parce que tu as vu, tu as cru, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Alors donc, la chose importante pour Jésus, c'est de croire. C'est de croire. Le débat reste ouvert
À chaque religion, confrérie et loge, ses dogmes et croyances. Signe extérieur de la foi, la croix suscite sous d'autres cieux également débat en ce qui concerne les lieux où l'on est autorisé à la porter. Voilà, c'était donc le magazine du grand format réalisé par Geoffroy Messan, correspondant de Canal 3 Bénin dans les départements du Mono et du Koufo. Geoffroy Messan qui est déjà en ligne pour le complément d'informations sur ce magazine. Geoffroy Messan, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de nous rejoindre ici à Lokossa, la principale ville du département du Mono. D'abord, merci pour la réalisation de ce magazine très intéressant. Alors, avec ce que vous avez appris sur le terrain, est-ce que le port de croix est obligatoire pour les chrétiens? Il faut simplement retenir que quand on cumule tout ce qu'on a pu recueillir, que le port de croix n'est nullement obligatoire pour un chrétien. La croix est un signe religieux que souvent les religions chrétiennes utilisent. Il y a des religions qui l'utilisent, d'autres qui ne l'utilisent pas. Chacun essaye de porter la croix suivant sa foi, suivant sa croyance et autres. Alors, au-delà du symbolisme qu'apporte la croix à son porteur, est-ce que c'est un instrument de protection? Oui, Idrissou Boukari, du moins sans en croire les prêtres, les pasteurs et autres guides religieux et spirituels que nous avons croisés lors de notre tournage. Selon eux, c'est un outil important dans la lutte contre les forces du mal et au cours de l'exorcisme. Tout est dans la foi et la croyance, dans la puissance de la croix. Très bien. D'une confession religieuse à une autre, est-ce que le port de croix a la même signification? Cela n'a pas la même signification. En première des choses, la croix n'est pas présente dans toutes les religions chrétiennes. Pour certaines, elle s'apparente à de l'idolâtrie. Et il y a des églises chrétiennes où on porte la croix avec Jésus-Christ, avec le crucifix. Et au niveau de ces religions, on se dit que bon, c'est juste un symbole, on l'utilise, même si on sait que Jésus est déjà ressuscité, on l'utilise juste pour se rappeler du sacrifice du Christ. Il y a d'autres religions, eux, qui utilisent une croix sans Jésus-Christ crucifié. Et là, eux, ils vous rappellent tout simplement que Jésus-Christ est mort, est ressuscité, et donc on est sauvé, et donc on n'a plus besoin d'une croix avec Jésus-Christ et crucifié sur la croix. Une dernière question pour vous, Geoffroy Messan. Les chrétiens qui n'en portent pas, quelles sont les raisons qu'ils évoquent? Oh, bon, il n'y a pas une raison particulière. C'est juste que pour eux, il faut éviter de l'idolâtrie. Pour eux, la croix est tout objet et autres, quand on les utilise, c'est de l'idolâtrie. Et donc ça, c'est juste, quand eux le disent, souvent, c'est pas les chrétiens catholiques. Il y a d'autres églises éveillées dans lesquelles on vous dit que quand on utilise la croix, ou bien quand on s'agenouille devant la Vierge Marie et autres, là, que c'est de l'idolâtrie et autres. Donc, suivant les religions, les explications varient. Merci à vous, Geoffroy Messan, pour ce magazine sur le port de croix et le complément d'information. Bonne journée à vous de l'autre côté de Lokossa, la cité de l'Espérance. Merci Idrissou Boukari et merci à tout le monde. Et le dimanche prochain, le magazine du grand format va nous conduire à Natitengo avec Alassane Aruna. Mesdames et messieurs, il nous reste encore 3 rendez-vous à honorer dans les 20 prochaines minutes. Nous sommes maintenant dans l'instant décryptage de l'actualité avec mon invité média, Gabin Goubi, est journaliste au quotidien Les Pharaons. Voici d'abord la revue de presse hebdomadaire pour l'installer. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité cette semaine est restée dominée par la visite du chef de l'État aux États-Unis. Une visite qui, en croire les publications, vise à redynamiser les relations économiques entre le Bénin et les institutions de Bretton Woods. Talon est à l'assaut des investisseurs américains, affiche en manchette Le Soleil Bénin Info. Et la plupart des journaux, dans leur parution,
se sont employés à scruter l'agenda de Patrice Talon au cours de cette mission spéciale à caractère économique et diplomatique. Le chantre du nouveau départ a échangé avec les responsables des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Millennium Challenge Corporation et bien d'autres autorités américaines. Et à la fin de cette visite jeudi dernier, mes confrères dans leur majorité sont revenus sur les enseignements à tirer. Patrice Talon aux États-Unis, voici les retombées, peut-on lire à la une de Nord-Sud Quotidien dans sa parution de jeudi. Le matinal lui révèle que des accords ont été conclus dans plusieurs secteurs et la Banque mondiale va accentuer son soutien au Bénin. Pour la nation, les assurances sont données au président Talon à Washington. En bon manager, note le journal Le Potentiel, Patrice Talon est resté dans la dynamique de proposer aux autorités américaines une perspective sur les différents types de politiques économiques qui peuvent conduire au processus de développement de son pays. Et au terme des échanges avec l'administrateur du Millennium Challenge Corporation, par exemple, mon confrère renseigne que ce dernier a promis renforcer la coopération dans plusieurs domaines. Pour le quotidien Le Challenge, le président du Millennium Challenge Corporation a été séduit par l'exposé sur les réformes opérées au Bénin. Et tout comme le président du MCC et les responsables de la Banque mondiale, la directrice du Fonds monétaire international aussi a promis un soutien total et sans faille à l'administration Talon, affiche en manchette la boussole. Le quotidien Le Matinal voit ainsi dans cette mission diplomatique du chef de l'État les grands succès de l'offensive économique du Bénin. C'est un succès historique, s'exclame Libération, qui indique que le leadership et la gouvernance du président Talon ont été salués par le Fonds monétaire international et le Millennium Challenge Corporation. Conclusion du journal Le Potentiel, l'économie béninoise reçoit les fertilisants pour un nouveau souffle. En marge de cette mission, Patrice Talon a été reçu par nos confrères de la VOA Afrique. Et au cours de son entretien avec ce média international, renseigne le Canard cette semaine, la question du mandat unique au Bénin et celle de la candidature ou non du chef de l'État en 2021 sont revenues avec insistance. Et dans sa réponse, rapporte les publications, l'actuel occupant du palais de la Marina affirme, citation, « Mon souhait est de faire les résultats. Ce qui se passera en 2021 dépend de plusieurs paramètres. » Fin de citation. Des propos largement commentés dans la presse cette semaine. Interrogé au sujet de sa probable candidature en 2021, les vérités du chef de l'État sur la VOA Afrique, note le matinal, pour qui Patrice Talon n'est pas hanté par sa réélection. Candidature à l'élection présidentielle de 2021, ajoute Libération et la presse du jour, Patrice Talon ne s'en préoccupe pas. Pour le journal Les 4 vérités en revanche, le chef de l'État maintient le suspense au sujet de sa candidature en 2021. Toujours au cours de cette entrevue du chef de l'État avec la presse internationale, la question de l'organisation de la participation aux prochaines élections municipales et communales a été évoquée. Interrogé sur le sort des formations politiques qui n'ont pas pu prendre part aux dernières législatives pour faute de certificat de conformité, Patrice Talon a affirmé que les élections municipales et communales auront lieu et elles seront inclusives. Dans des propos rapportés par le quotidien Le Challenge à sa 2 de 1, l'homme du nouveau départ fait savoir qu'aucun test n'interdit à qui que ce soit d'aller aux élections au Bénin. Et par rapport à l'organisation de cette communale, municipale et locale, le journal L'Opinion aujourd'hui nous informe d'un cas de fuite de documents à la Commission électorale nationale autonome. Et mon confrère d'invité Emmanuel Tiando à prendre ses responsabilités sans état d'âme. Néanmoins, renseigne le matinal, l'organe en charge de l'organisation des élections au Bénin a fixé cette semaine le calendrier du processus électoral. Nouvelle expression précise que la campagne électorale commence le 1er mai pour durer 2 semaines. Le journal s'intéresse aussi aux nouvelles des partis politiques et nous informe qu'au total, 11 d'entre eux sont déjà en règle et pourront prendre part à cette compétition électorale. En tout cas, souligne le quotidien Fraternité, si tout ce déploiement d'énergie par les formations politiques est d'ordre des choses à l'approche de tout scrutin, l'aspect 10% à réunir avant d'avoir voix au chapitre dans la gouvernance à la base est un facteur inédit qui impose des méthodes à l'antipode des habitudes développées par le passé. Et au journal de rappeler une fois encore que l'attribution des sièges aux différentes listes en compétition pour les législatives et les communales
est conditionné à l'aspect récolte de 10% au moins des suffrages valablement exprimés au plan national. Et quand on sait que dans le starting block du prochain scrutin, ils seront plus de 4 partis à solliciter le suffrage des populations, insiste le canard de Menontin, tout est réuni pour un match où les menus frétins n'auront pas droit de citer. De la politique à la santé, Fraternité tire la sonnette d'alarme par rapport à la propagation de l'épidémie de pneumonie coronavirus apparue en Chine. L'heure est grave, affiche mon confrère, qui nous renseigne que cette pandémie se propage à un rythme infernal. Apparue en décembre dernier en Chine, elle étend ses tentacules et devient une grande menace sanitaire non seulement pour les Chinois, mais pour l'ensemble des pays de la planète. Et de toutes les façons, souligne le journal, le Bénin ne peut rester en marge de cette mobilisation pour contrer le coronavirus. Seulement, la réussite d'une opération de ce genre passe par la sensibilisation et le déploiement des moyens adéquats pour prévenir le pire, avertit le canard. Et pour protéger les populations béninoises contre la maladie, informe le matinal, le ministre de la Santé est monté au créneau pour rappeler les mesures préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Au total, 7 mesures sont à prendre selon le professeur Benjamin Humpati, dont les propos sont rapportés par le quotidien Fraternité. Il s'agit entre autres de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool, d'éviter de cracher, de se moucher sur le sol, de se couvrir la bouche et le nez avec le masque médical, un mouchoir ou un papier ou le creux du bas lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Toujours en santé, le virus Lassa est aux portes du Bénin, annonce Fraternité. La fièvre hémorragique vient de faire 29 morts au Nigeria, rien qu'au cours du mois de janvier, renseigne la publication. Et plus grave, poursuit mon confrère, ce sont 11 États de la République fédérale qui sont touchés avec quelques 195 cas recensés. Et malgré la fermeture des frontières, cette information doit être prise au sérieux par le Bénin car, insiste la publication, cette hausse de la pathologie au Nigeria qui coïncide avec la saison sèche peut facilement traverser nos frontières. Dans la suite, cette semaine, le traditionnel classement du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'indice du développement humain IDH. L'IDH est basé sur 3 critères, à savoir le produit intérieur brut par habitant de chaque pays, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. Et selon les publications, le dernier classement révèle la bonne santé du Bénin. À en croire mes confrères, le pays gagne 3 places par rapport à son positionnement d'il y a 4 ans, c'est-à-dire en 2015. De la 166e place en 2015, affiche en manchette le journal Le Leader du jour, le Bénin passe à la 163e loge en 2019. Pour le quotidien Le Challenge, le Bénin fait des pas de géant sur le tableau du classement général du PNUD sur l'indice de développement humain par rapport à 2015. En Afrique de l'Ouest, renseigne le quotidien La Cloche, ces 3 places de gagné propulsent le Bénin devant la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Le journal rappelle qu'en 2015, ces 3 pays compagnons du Bénin dans les organisations sous-régionales le dépassaient à cause de la corruption et la naissance des éléphants blancs qui battaient leur plein avec leur cortège de scandales financiers. Conclusion de mon confrère, cette performance réalisée par le Bénin est la résultante des nombreuses réformes engagées par Patrice Talon depuis son élection à la magistrature suprême du Bénin. Et le journal d'affirmer que désormais, le Bénin avance sous le règne de Patrice Talon. D'une bonne nouvelle à une autre, le Bénin vient de régler ses factures à la communauté électrique du Bénin. L'information fait le gros titre du quotidien Fraternité qui nous apprend qu'une ardoise de 65 milliards de francs CFA a été épongée. Le journal rapporte d'ailleurs les propos du ministre Alain Rounla, porte-parole du gouvernement, qui confie qu'en moins de 2 ans, le gouvernement a remboursé toute la dette qu'il avait à l'égard de la CEB. Nous ne devons plus rien et nous avons en cours de financement des projets de centrales, a laissé entendre Maître Alain Rounla. Et dans cette avancée sur le plan énergétique, le Bénin décide d'exonérer les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises des frais de raccordement et de branchement au réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. L'information fait le gros titre du quotidien La Nation. Amélioration du climat des affaires au Bénin, ajoute la presse du jour et l'économiste.
La SB2E rend gratuit le raccordement au réseau électrique des PME et PMI. Une décision annoncée 24 heures après le vote au Parlement d'une loi portant promotion des micro, petites et moyennes entreprises. Promotion des petites et moyennes entreprises affiche en manchette Fraternité. Les députés apportent leur pierre à l'édifice. Accélération de la croissance économique, ajoute la Nation. Une loi pour promouvoir les PME votée. Et désormais, les PMU et PME verront leurs prestations payées dans l'intervalle de 60 jours, indique le journal Notre Époque. Voilà ainsi fait le tour d'horizon de l'actualité vue par la presse écrite cette semaine. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassis Alosser, pour ce rappel de l'essentiel de l'actualité de la semaine tel que traité par la presse écrite. Et le décor est bien planté. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Idriss Boukari. Vous êtes journaliste au quotidien Les Pharaons. Merci d'être au rendez-vous. Visite du chef de l'État, Patrice Talon, aux États-Unis. Quelle lecture faites-vous de ce déplacement? Oui, déjà que la première lecture, c'est que le chef de l'État a décidé de donner un peu plus de visibilité à sa politique, parce que c'est vrai, depuis que le chef de l'État est là, vous avez dû faire le constat, il ne se déplace pas comme ça. Et donc, s'il a dû effectuer ce voyage aux côtés de 4 de ses ministres, et non des moindres, il faut dire que c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Bénin et les États-Unis, d'une part, et du renforcement des liens de coopération, des relations entre le Bénin et les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, et qu'il a rencontré sur le terrain. Et je pense que c'est retombé et on aura le temps d'en parler. Alors, justement, en termes de retombées, qu'est-ce que le Bénin a gagné avec ce voyage? Oui, déjà, le raffermissement des liens, de la coopération entre le Bénin et les États-Unis. Parce que quand vous allez à ces gens de rencontre, vous rencontrez le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, c'est le représentant, presque le ministère des Affaires étrangères, celui qui entretient les relations entre ce pays-là et les autres pays du monde. Ce n'est pas rien. Donc, c'est dire qu'entre le Bénin et les États-Unis, désormais, on a réchauffé les liens et on est en droit d'envisager des perspectives nouvelles pour ce qui concerne les relations entre notre pays et les États-Unis désormais. L'autre chose, le FMI, le chef de l'État a rencontré la directrice exécutive du FMI et vous avez eu le compte rendu à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec notre chef d'État, ce qu'elle a dit sur le Bénin, c'est de rassurer de la politique que mène le chef de l'État, des avancées qui sont notées au plan de la gouvernance. Donc c'est des déclarations assez fortes qui sont de nature à conforter le régime, à donner un peu plus de ciment pour l'engagement vers ces réformes-là. Et je pense que c'est des assurances pour le gouvernement. Si le FMI, par exemple, qui, par la voix de la première autorité qui est à sa tête, fait des déclarations là sur votre État, c'est-à-dire que vous gagnez des points et que dès que vous aurez des projets de financement à soumettre à ces institutions-là, elles n'hésiteront pas à vous accompagner. Même chose du côté de la Société financière internationale. Donc, du compte rendu qui nous a été fait, je pense qu'il y a de bonnes raisons d'espérer que les relations entre le Bénin et ces différentes institutions-là sont plus que renforcées. Alors, depuis quelques mois, le chef de l'État est présent aux grands rendez-vous mondiaux. Est-ce que petit à petit, le Bénin est en train de rentrer dans la cour des grands? Ah oui, ça on peut le dire. Vous savez, le chef de l'État a opté pour une diplomatie certes discrète, mais assez efficace. Parce que celui qui assure justement cette fonction depuis 2016, devenu nommé le ministre Aurélien Agbenonji, on connaît un peu son parcours. C'est quelqu'un qui s'y connaît en termes de relations internationales. Et chaque fois que le Bénin va à ces rendez-vous internationaux, chaque fois qu'il y va déjà, on sent déjà les réformes, on sent déjà les retombées. Et si le chef de l'État s'y met, vous l'avez vu au Japon la dernière fois, il a discuté avec les investisseurs et la même chose s'est répétée aux États-Unis. Il sait vendre le label Bénin. Il ambitionne, il a dit dans son projet de société, de révéler le Bénin au monde. Et puis, je crois qu'il y est réellement. Donc l'ambition, c'est d'implanter le Bénin dans le concert des nations prospères et les performances qu'on a enregistrées, les différents résultats que nous avons obtenus depuis qu'il est là, et sont de nature à crédibiliser un peu cette politique, cette diplomatie offensive qui est en train d'être imprimée aujourd'hui à notre pays.
Alors, le débat sur la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021 a refait encore surface cette semaine suite à l'interview qu'il a accordée à la VOA. Patrice Talon dit que ce n'est pas son souci. Ah oui, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. Il a déjà dit, lors des campagnes, la campagne préparatoire aux élections de 2016, il a eu à dire qu'il était venu pour faire un seul mandat. Et quelqu'un qui s'inscrit dans cette dynamique déjà, c'est pour dire qu'il ne sera pas handicapé, il ne sera pas peut-être retenu dans son élan de travailler par la perspective d'un second mandat. Et puis, vous savez que souvent, c'est une réalité qui a souvent plombé l'engagement et la raison de la volonté de travail des chefs d'État qui se sont succédés. Donc, lui ne s'inscrit pas dans cette dynamique-là. Même si la question revenait, il a dit qu'il avisera. Et il saura la décision à prendre en ce moment. Mais déjà, il a dit nous sommes encore loin de 2021. Mais toujours est-il que la question ne manquera pas de revenir chaque fois que, puisque nous sommes à la veille justement d'une élection cruciale, je vais parler des communales, mais juste après les communales, le débat sur les présidentielles va s'inscrire. Et les communales, pour ma part, constituent déjà un test grandeur nature, un test de popularité pour les différents postulants, les différents prétendants au fauteuil de la Marina en 2021. Alors pour Patrice Talon, ce qui va se passer en 2021 va dépendre de tellement de paramètres. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une façon de nous dire encore qu'il va viser? Oui, absolument. Il a dit déjà au travers d'une interview qu'il a accordée à nos confrères Christophe Boisbouvier et notre collègue dont j'oublie le nom de France 24, que ça dépendra de 3 différents paramètres. D'abord des lois et de ces réformes, du résultat, du bilan de sa gestion. Et je crois que tous ces paramètres-là, il aura le temps de faire le point. Et si, avec les siens, si le bilan, les conditions sont réunies, il avisera. Donc c'est une manière de détourner de façon subtile et diplomatique l'attention des Béninois de cette actualité-là. Mais en son temps, je pense qu'il saura prendre la décision qui avantagera le peuple. Autre sujet avec vous, Gabin Goubi, Valentin Aditi-Houdé était au domicile de l'ancien président Boni Yayi. Est-ce que quelque chose se prépare quelque part? Ah oui, on peut le dire. C'est vrai qu'on a annoncé de façon officielle que cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie pour présenter les vœux. Entre acteurs politiques à la veille donc d'une élection. Ah oui, ça ne peut pas passer inaperçu. Ce n'est pas une rencontre fortuite. Moi, je sais bien, je ne pense pas que Houdé soit allé là juste pour dire, bon, moi, les anniversaires, présenter les vœux à l'ancien président de la République. Déjà que nous sommes pratiquement à la veille du mois de janvier, il a eu tout le temps pour le faire. Mais s'il est allé là, c'est-à-dire que, bon, ils ont déjà dans leur viseur, Houdé a plutôt dans son viseur les prochaines élections communales. C'est un acteur politique. C'est vrai que son parti, la dynamique unitaire pour le développement, a déjà obtenu le certificat qui légitime son existence, qui le rend apte à compétir désormais. Mais ce parti-là est enclin à quelques difficultés. Vous avez eu le temps de le relever. Il a enregistré des démissions et vous avez vu déjà le départ du colonel Patrice Komla-Ousso-Guédé, suivi par, je crois, le gars de Nazer Dossa, tout à fait. Et récemment même Blaise Salano et un certain nombre de militants. Donc c'est des départs qui ont fortement fragilisé cette formation politique-là. Et je suis tenté de donner raison à ceux qui estiment aujourd'hui, et je fais partie de ceux-là, que la rencontre s'inscrit dans la perspective des prochaines élections législatives communales. Et ce n'est pas exclu que Houdé soit déjà dans la possibilité de nouer une alliance avec les FCBE. En faisant quoi? Est-ce que Houdé est en mesure de fondre son parti dans la FCBE? Ah, tout à fait, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Il faut l'envisager. Un chef d'État, c'est un homme qui est à la quête de la popularité. Et Houdé, peut-être, après avoir fait le point avec les siens, il se dit aujourd'hui qu'il n'a pas la possibilité de répondre à toutes les exigences, à toutes les conditions dictées dans le code électoral. Et pourquoi pas ne pas se fondre avec la FCBE pour constituer une alliance pour aller à la conquête des municipalités dans le cadre des prochaines élections communales. L'essentiel, c'est d'exister politiquement. Exactement. Gabin Goubi, journaliste au quotidien Les Pharaons, merci et bonne journée à vous. Merci, Ridissou Boukari. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle de revue de Babel, c'est l'info décalée qui sort les propos de leur contexte réel, ceci pour vous faire plaisir. C'est la tâche à laquelle s'adonnent chaque dimanche Guy Okambawa et Modeste Nouché pour le compte de ce numéro. Voyons ce qu'ils ont concocté pour vous. Regardez.
Il a eu la chance de s'engager. Un engagement personnel. Mais, malheureusement, tout le monde aujourd'hui va changer de regard. Je crois que la réponse est non. Midoniye, qui lui cru, dit oui, qui lui dit. C'est pas du tout bien. Je suis très convaincu que notre DG, c'est un homme de progrès. Vous êtes indispensable pour le développement de notre société. Et nous avons vu. Allons-nous rester les bras croisés? Vous ne resterez pas en reste. Merci Seigneur. Si vous voulez assassiner un peuple, il faut faire main basse sur son éducation. Il faut qu'on fasse attention avec ça. Vous allez nous accompagner. Nous savons tout le rôle que vous jouez. On ne voit rien. Nous vous attendons. Tout le monde doit se joindre à vous. Donc c'est important. Nous sommes résolus de poser nos pas. À chaque nouvelle pluie, nouvelle grenouille. Nous sommes très fiers de vous. L'heure a sonné. Parce que nous sommes au contact permanent des réalités. Continuer à regarder en arrière, c'est là la voie du développement. C'est prendre la direction d'un chaos total. Il n'en est rien. C'est ramer à contre-courant. Est-ce que vous êtes prêts? Point de tergiversation. C'est fondamental. C'est se condamner à compromettre l'avenir de toute une contrée. De faire davantage violence sur nous-mêmes. On ne trouve pas la moyen. Éduquer les hommes, simplement. Que nous serons toujours disponibles. Je vous invite à développer un fair play. C'est un peu difficile. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Avouons-le, ce n'est pas facile pour tout le monde. La produit. Hein? Il faut du cœur que je suis agréablement surpris. Est-ce que c'est bon? Nous sommes pour la paix. Oh. Mais nous sommes pour la paix et la vérité à la fois. C'est donc cette vérité. Et ça s'arrête là. Pas du tout. Hein. Et nous sommes pour la légalité. Et ça s'arrête là. Et je pense que ces mesures d'apaisement doivent permettre, disons, de détendre l'atmosphère. Ah oui. Dans vos œuvres de Alpha Oméga. Ce que vous venez de dire est merveilleux. Je vous invite à mettre beaucoup d'entrain. Il n'y a pas. Félicitations. Toutes les mesures qui doivent être prises. Félicitations à vous. Vous aurez pleinement joué votre partition. Et c'est ce qui a été le cas. Clamez haut et fort. 1. Pays de terre, de pacte de terre. 2. 3. Pays de terre, de pacte de terre. Merci pour votre soutien inverti. Il n'y a pas. Merci. Clamez haut et fort. Midoniye. La vérité. Combativité. Être homme. Dis 1. 2. 3. Grenouille. Hein? Grenouille. Oh. Grenouille. Hein? Grenouille. Oh. Chaos total. Il n'y a pas. Son battant. Il n'y a pas. Pays de terre. Pays de terre. De pacte de terre. L'heure a sonné. Car danser au rythme. C'est ramer à contre-courant. Hein? Point de tergiversation. Il n'y a pas. C'est une fois pour toutes. Danser au rythme. Grenouille. Hein? Grenouille. Oh. 1. 2. 3. Battant. Il n'y a pas. Battant. Il n'y a pas. Grenouille. Grenouille. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. Tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 2 février 2020. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.